Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, top santé topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous et bienvenue dans Top Santé, votre magazine. Merci de suivre Top Congo FM en FM et sur YouTube. Aujourd'hui, dans l'émission de ce jour, nous parlons de la drépanocytose, qui est une maladie génétique qui affecte les globules rouges qui servent à transporter l'oxygène à travers le corps. Comment se présente la situation des drépanocytaires en RDC? Comment se manifeste la maladie? Quelle est la politique nationale de prise en charge de la drépanocytose au pays? On en parle dans cette émission avec l'invité du jour, c'est le docteur Bobo Robert Kitenge. Il est médecin coordinateur du CEPHA Moncolé, mais également médecin attaché au programme national de lutte contre la drépanocytose. Bonjour docteur et bienvenue dans Top Santé. Merci, bonjour madame. Nous avions dit, je l'ai dit à l'entrée de cette émission, que la drépanocytose est une maladie génétique qui affecte les globules rouges. Comment est-ce que elle affecte les globules rouges? De quelle manière? Comment? Oui, en fait, madame, s'il faut d'abord expliquer au commun du mortel c'est quoi la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie héréditaire, génétique, comme vous avez dit, qui est transmise par les parents aux enfants, qui affecte le globule rouge. Donc, le globule rouge d'un patient non drépanocytaire, normalement, vit 120 jours. Et le globule rouge des patients drépanocytaires ne font que 10 à 8 jours. Donc, ce qui fait que les globules rouges des patients drépanocytaires se détruisent après 10 jours. Et ces patients-là vont présenter une anémie. Et quand on les regarde les yeux, ils auront des yeux jaunes. Ils vont présenter des infections à répétition qui vont se manifester par les fièvres et des crises douloureuses qui vont aussi se manifester. C'est une triade, au fait, qui se résume par la fièvre, des douleurs la fièvre, douleur et anémie. Et les globules rouges dans l'organisme, ils servent à quoi? En fait, les globules rouges, comme vous le savez, les globules rouges servent à transporter l'oxygène dans tout le corps et les autres nutriments. Donc du coup, le globule rouge, c'est un élément, ça fait partie des éléments figurés du sang, comme les globules blancs, les plaquettes, comme les globules blancs et les plaquettes. Donc du coup, les globules rouges sont très importants pour transporter l'oxygène et transporter aussi les autres nutriments dans tout l'organisme. Et les patients drépanocytaires leur globule rouge est déficitaire, donc ils sont en anémie à tout moment, donc ils ont besoin du sang. Et qui peut être touché par la drépanocytose? La drépanocytose peut toucher tout le monde parce que c'est une maladie qui est transmise par les parents, elle est héréditaire. Les gens qui sont porteurs du gène S, donc quand ils font leur électrophorèse d'hémoglobine, ils sont AS et ils ont la chance de mettre au monde des enfants SS s'ils se marient. Ça, c'est vraiment de la biologie. Est-ce que vous pouvez expliquer ça de manière... Oui, d'une manière simpliste, je peux dire, le globule rouge, c'est un peu comme l'avocat. Et le noyau de l'avocat, c'est l'hémoglobine. Donc le globule rouge, la peau de l'avocat, c'est là où on trouve le groupe sanguin. Donc la personne peut être du groupe A, AB ou 0. Et le noyau, c'est l'hémoglobine. Donc vous pouvez être du groupe sanguin A, mais avoir une hémoglobine S. Et c'est ce noyau-là qui détermine si cette personne se marie avec un autre, ils vont faire des enfants SS, AS ou AA. Docteur Bobo, à quel moment exactement on peut diagnostiquer la drépanocytose? Est-ce à la naissance, à l'âge adulte? C'est une très bonne question. Sous d'autres cieux, le diagnostic de la drépanocytose peut se faire en anténatal, donc avant que l'enfant puisse naître. La maman qui est enceinte, ils peuvent déjà prélever, je pense, à partir de la 13e semaine pour savoir si cet enfant sera drépanocytaire ou pas. Mais après, ça peut se faire en période néonatale. Dès que l'enfant naît, on peut faire un prélèvement sur papier buvard ou sur un tube EDTA et on peut faire l'électrophorèse pour savoir si cet enfant est drépanocytaire ou pas.
Et après, on peut le faire à tout âge. Mais l'idéal, c'est de le faire en période néonatale pour améliorer la qualité de vie du patient. Parce que si on le sait plus tôt, on le prend en charge, il y aura moins de complications. Vous avez dit sous d'autres cieux, on peut les faire avant, pendant et après. Ouais. Mais à Kinshasa, en RDC, c'est à quel moment exactement? Oui, actuellement, il n'existe pas encore un programme de dépistage systématique comme ça se fait pour le VIH ou d'autres pathologies. Donc, du coup, il y a quelques projets pilotes, notamment au centre hospitalier Montcole, où on peut faire un dépistage en période néonatale. Dès que l'enfant naît, avant les 5 jours, on peut déjà faire un dépistage néonatal. On fait l'électrophorèse d'hémoglobine, on a les résultats. Mais je pense qu'avec le programme national de lutte contre la drépanocytose, il y a un projet pilote qui sera lancé pour voir la faisabilité de ce dépistage au niveau national, parce que c'est l'idéal. Si on veut améliorer la qualité de vie de nos patients, on doit les dépister plus tôt et le prendre en charge plus tôt aussi. Vous avez parlé de l'anémie, vous avez parlé des crises, vous avez parlé de la fièvre, c'est ça? Oui. La maladie, comment est-ce qu'elle se manifeste? En fait, l'histoire naturelle de la drépanocytose, elle commence au-delà de 6 mois. Parce qu'avant 6 mois, l'enfant a plus d'hémoglobine fétale, il est protégé, il ne manifeste pas les symptômes de la drépanocytose. Donc, au-delà, ça peut se manifester par un syndrome main-pied. La maman va vous dire que c'est vraiment les signes de la drépanocytose juste après 6 mois. Donc, les mains et les pieds de l'enfant qui sont gonflés, ça fait très mal. Et 2 fois, l'enfant peut faire aussi la fièvre. Et à part ça, on a les fièvres à répétition. La maman va vous dire, mon nouveau-né, mon petit nourrisson, je l'amène souvent à l'hôpital pour des fièvres, des amygdalites. Ça, il tempère toujours à 38, 39. Une autre maman va vous dire aussi que mon enfant, depuis qu'il est né, on l'a transfusé plus de 5 fois, plus de 4 fois. Une autre maman va vous dire que mon enfant, comme l'enfant ne sait pas encore parler, il se met à pleurnicher à tout moment. Comme l'enfant ne sait pas parler, quand il a mal, il va pleurer. Donc, en gros, c'est une triade, comme je vous ai dit, qui part de l'anémie, des infections et des crises vaso-occlusives qui sont douloureuses. Mais après, on a plusieurs complications qui peuvent arriver de la tête aux pieds, en commençant par les AVC. Les enfants peuvent présenter des accidents vasculaires ischémiques dans la drépanocytose. Ils peuvent présenter à l'âge adulte des rétinopathies, des problèmes au niveau des yeux. Au niveau de cœur, on peut avoir l'hypertension artérielle pulmonaire. Au niveau des poumons, on peut avoir le syndrome thoracique qui est l'une des causes de mortalité. Au niveau du foie, on peut avoir ce qu'on appelle les lithiases, l'ibanga, calcul au niveau du foie qui donne des douleurs atroces abdominales. On peut avoir l'ulcère de membre inférieur qui est difficile à traiter. Donc la drépanocytose, c'est une maladie qui vous attaque de la tête aux pieds. Docteur, mais quelle est la politique du pays par rapport à la prise en charge? Oui, il faut dire que le pays essaie de s'aligner comme tous les autres pays qui sont touchés par la drépanocytose, à l'instar de l'Inde, du Nigeria. Actuellement, dans notre pays, on compte un programme national de lutte contre la drépanocytose qui est dirigé de main de maître par le docteur Didier Nsonso, qui actuellement a les protocoles de prise en charge, un plan d'action sur la drépanocytose. Donc là, son objectif, pour l'instant, je pense qu'il fait un plaidoyer pour rendre le dépistage obligatoire pour tous les enfants. Et il y va palier par palier et puis améliorer la prise en charge, former les personnels dans les centres secondaires et primaires. Là, on n'en est encore pas là. Donc c'est juste un projet. Si, il y a déjà des projets, des formations, parce qu'actuellement le programme national lance des formations, des prestataires, et ils font aussi des campagnes de sensibilisation, notamment le 19 juin ou en dehors du 19 juin, pour faire connaître la maladie, parce que il faut dire que la maladie est ignorée aussi par beaucoup de Congolais et beaucoup de politiques. Donc, il s'est lancé dans un programme de plaidoyer, de sensibilisation et de formation. Il avance petit à petit avec le peu de moyens qu'il a. Et sur quoi repose la prise en charge? En fait, la prise en charge, là, il faudra l'étaler sur différents niveaux. Donc, il y a une prise en charge au niveau communautaire,
ou primaire qui passe par la sensibilisation. Donc on doit sensibiliser les gens sur la maladie, faire connaître la drépanocytose, démontrer l'importance de faire son électrophorèse d'hémoglobine, expliquer aux gens que la drépanocytose, elle est différente du groupage sanguin. On peut être du groupe A et être porteur de l'hémoglobine S. Donc faire cette sensibilisation, former les centres de santé primaires parce que c'est la première porte d'entrée pour les malades. Ils y vont d'abord dans les centres de santé, donc il faudra les former. Donc les former aussi, former les prestataires, les infirmières titulaires. Et au niveau secondaire, il y a une prise en charge qui commence à s'organiser pour les patients qui viennent pour des complications, pour un suivi des complications, un suivi régulier. Et au niveau tertiaire, c'est les hôpitaux universitaires, c'est la recherche pour améliorer la qualité. Mais actuellement, s'il faut dire le traitement pour cette maladie, c'est l'hydroxyurée qui est un médicament qui agit, qui permet de réduire les crises, d'améliorer la qualité de vie du patient. Donc, il faudra lutter d'abord contre l'anémie, donc par l'hydroxyurée, contre les infections par la vaccination de ces enfants, contre les virus qui leur causent beaucoup plus de problèmes, notamment l'hémophilus influenzae et puis le pneumocoque. Et une pénicillothérapie pour donner la pénicilline. Les mamans savent. Donc l'enfant doit prendre sa pénicilline matin, soir. Les mamans qui ont des enfants drépanocytaires. Donner l'acide folique. L'acide folique permet d'augmenter aussi l'hémoglobine. L'acide folique, c'est un peu comme les briques qu'on emmène pour construire la maison qui est le globule rouge. Donc l'enfant doit le prendre ses antibiotiques pour lutter contre les infections à répétition. Et après, le transfuser si on en a besoin, si c'est indiqué. Et le mettre sous Hydrea, qui est un médicament qui aujourd'hui montre ses effets sur la drépanocytose. Mais est-ce que la prise en charge, elle est coûteuse? Oui, la prise en charge est coûteuse parce qu'un enfant drépanocytaire, c'est une maladie chronique. Il faut venir respecter les rendez-vous qui sont trimestriels ou semestriels en fonction du type de patient que vous avez, en fonction de ces types de complications. Et après, l'Hydrea qui coûte énormément cher. Une boîte de 20 gélules peut avoir un coût moyen de $10. Vous imaginez, c'est un médicament que le patient doit prendre ad vitam. Les vaccins spécifiques, il y a PEV qui nous a facilité la tâche, je m'excuse, avec la vaccination, mais on a un problème, le rappel ne se fait pas. Donc du coup, les parents doivent débourser de leur poche pour faire les rappels des vaccins. Donc ça a un coût parce que la santé aujourd'hui, elle n'est pas subventionnée, donc l'argent vient des poches des parents. Donc c'est vraiment un coût pour prendre en charge un enfant drépanocytaire correctement. Vous dites que c'est un traitement ad vitam, ça veut dire que pour l'heure actuelle, il n'y a pas de guérison? Si, il y a des guérisons, mais ces traitements ne sont pas encore disponibles au Congo. C'est la greffe de moelle et la thérapie génique. Sous d'autres cieux, il y a des indications pour la greffe. Un enfant qui présente des symptômes qui orientent vers un AVC, quand on fait un Doppler transcrânien, on voit qu'il y a des vitesses élevées au niveau des vaisseaux du cerveau. Cet enfant peut être mis sur un programme d'échange transfusionnel associé à l'Hydrea et après on évalue. Si ça ne évolue pas bien, on le propose la greffe de moelle qui est un traitement qui permet de guérir. Mais aujourd'hui, il y a la thérapie génique où on corrige dans les gènes de la drépanocytose, le gène qui donne l'information pour la production de l'hémoglobine S. Donc, sous d'autres cieux, on peut le faire, mais pour le Congo, pour l'instant, c'est impossible. Pourquoi sous d'autres cieux, on peut le faire et pourquoi pas ici? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes compétentes? Bon oui, comme vous le savez, j'ai insisté sur la formation. Les personnes, elles sont là, mais c'est les moyens. Si on a les moyens, je pense qu'il y aura des personnes formées. On pourra faire la greffe de moelle ici au Congo. La drépanocytose, c'est un problème de santé publique? Oui, c'est un problème de santé publique au Congo. Déjà, au monde, il y a 3 grands pays qui sont frappés par cette maladie. Le premier, c'est l'Inde, le deuxième, le Nigeria, et le troisième, c'est le Congo. Et au Congo, on a 25 à 30% des porteurs de
du gène S, ce qui fait que chaque année, on a 50 000 naissances des enfants qui naissent avec la drépanocytose. Il y a une étude du professeur Chilolo qui donne une estimation de la prévalence de la drépanocytose à 2% chez nous, chez les enfants, en néonatologie. Donc, c'est un problème de santé publique, c'est un problème majeur pour le Congo. Mais comment est-ce que la population peut arriver à comprendre qu'il s'agit d'un sérieux problème? Qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre niveau? Oui, mais je pense que la population doit comprendre une chose, c'est d'abord dépister, se faire dépister, connaître son état avant d'aller se marier. Donc du coup, nous demandons, nous sensibilisons aux églises, aux autorités. L'électrophoreuse d'hémoglobine doit être un examen accessible à tout le monde. Parce que les gens, on va leur expliquer c'est quoi la drépanocytose, c'est quoi les complications, mais s'ils ne peuvent pas faire l'électrophoreuse d'hémoglobine pour connaître leur état hémoglobinémique et prendre une bonne décision pour éviter les mariages à risque, on ne pourra pas les aider pour cette pathologie. Et en quoi consiste cet examen? C'est un examen qui utilise votre sang, on le prend et on le fait migrer à différents points ISO, on le fait migrer à un certain pH et l'hémoglobine S va se détacher des autres hémoglobines. On va voir que ce patient est SS, ce patient est AS ou ce patient est AA. Docteur Bobo, à la présentation, nous avons dit que vous êtes le coordinateur du CFA Monkole, mais médecin attaché au programme national de lutte contre la drépanocytose. Vous êtes dans la lutte depuis très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous donner votre expérience? Oui, ma petite expérience dans la lutte, comme je vous ai dit, j'ai rejoint le prof Chilolo et d'autres aînés dans la lutte dans la drépanocytose, le docteur Manzombi, le feu docteur Kaluila, le professeur Ngioulou. Donc il y a une lutte qui a déjà commencé depuis longtemps, mais je pense qu'on a quand même avancé un peu parce que à l'époque, quand moi je commençais à traiter les patients drépanocytaires, l'hydréa était encore un tabou, mais aujourd'hui on a beaucoup de patients qui sont sous hydréa. Le Doppler transcrânien était un examen qui était réservé à certains. Aujourd'hui, au centre hospitalier Monkole, on a une infirmière qui peut faire un Doppler transcrânien. C'est-à-dire? Pour diagnostiquer les enfants qui sont à risque à faire les AVC. Aujourd'hui, on a un test rapide de la drépanocytose qui est disponible. On a plusieurs tests qui sont disponibles même dans la capitale. Donc aujourd'hui, on peut faire un diagnostic de la drépanocytose en 5-10 minutes, même si le coût reste encore un peu élevé. Et il y a plusieurs hôpitaux aujourd'hui qui peuvent faire l'électrophoreuse d'hémoglobine. À l'époque, c'était réservé à certains hôpitaux. Donc, je pense que on a le programme national de lutte qui est là, qui se met en place, qui lance des projets. Donc, je pense que la drépanocytose, ce combat est en train d'avancer. Même si c'est à petits pas, nous avançons. Et au niveau de l'hôpital Monkole, combien d'enfants prenez-vous en charge? Au niveau de l'hôpital Monkole, il faut faire la part de choses parce que on a plusieurs catégories des patients qu'on prend en charge. On a une par rapport à la drépanocytose. Par rapport à la drépanocytose, on a une plateforme que je supervise, la PAFOVED, où on peut avoir plus de 2500 enfants que nous suivons, mais dans différentes communes. On y va à Kisenso, on y va à Kimbantseke chez les sœurs, on y va à Kingasani, on y va à Mokali. Et après, on a les patients qui viennent au centre hospitalier Monkole. Ils envisagent, on peut arriver on dépasse les 1000 patients qui arrivent pour se faire soigner pour une prise en charge de la drépanocytose. Et de quoi ces enfants ont-ils besoin concrètement? Ils ont besoin des médicaments essentiels, notamment l'acide folique, la pénicilline V, les antalgiques. On a besoin de la morphine qui est difficile à trouver parce que quand ils font des fortes crises, on est obligé de les mettre sous morphine et c'est ça un médicament qui est difficile à trouver et qui coûte cher. Ils ont besoin des vaccins spécifiques, le pneumo 23, l'hémophilus influenzae, donc c'est un peu ça. Ils ont besoin du sang. Deux fois la banque de sang tombe en rupture de stock, donc ils ont besoin de tout ça pour une prise en charge correcte. Là, vous assurez la prise en charge des enfants malades, mais est-ce que vous avez également un département qui assure aussi qui essaie de collaborer aussi avec les parents des enfants drépanocytaires? Comment ça se passe aussi?
Bien sûr, oui, ça c'est vraiment important parce que pour les maladies chroniques, il faut toujours un suivi et de parents et des enfants. Aujourd'hui, actuellement, ça s'appelle un peu l'éducation thérapeutique. On essaie de parler avec les malades, leur expliquer c'est quoi leur maladie en des termes simples. Mais après, c'est un peu un soutien qu'on rapporte aux enfants et aux parents plutôt grâce à la PAFOVED. On a 2 infirmières qui échangent avec les parents sur leurs difficultés, sur le devenir de leur enfant, parce que les parents se posent des questions. Est-ce que moi, Nankoko, là, elle peut étudier? Donc, on essaie d'encourager en prenant aussi d'autres malades qui travaillent dans des banques, qui sont mariés, pour présenter aux parents. Cet échange d'expérience fait que les parents gardent espoir. Et à quel moment un parent peut consulter un médecin? À quel moment un parent peut soupçonner une drépanocytose chez son enfant? Donc, au-delà de 6 mois déjà, avec les signes que j'ai dit, un enfant qui fait des fièvres à répétition, un enfant qui pleure pour rien, même s'il a mangé, il se met à pleurer. Un enfant vous allez à l'hôpital, le médecin vous dit qu'il sent qu'il est en anémie, il a un taux d'hémoglobine en deçà de 10. C'est des signes qui peuvent faire soupçonner la drépanocytose. Un enfant qui a les mains, les pieds qui sont gonflés, c'est des signes d'appel de la drépanocytose. Mais j'ai quand même une petite préoccupation, docteur. La drépanocytose, maladie chronique pour laquelle il n'y a pas de traitement. Non, il y a un traitement, la greffe, fait, qui n'est pas encore accessible ici. Pas de traitement qui peut amener à la guérison. Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'on ne peut pas jouer sur la prévention? Oui, mais c'est ça le rôle, en fait. Quand je vous ai dit la prise en charge, j'ai étalé, il y a le volet préventif et le volet curatif. Le volet préventif, c'est la sensibilisation. C'est la raison de cette émission. Sensibiliser aussi les gens à connaître cette maladie, à connaître comment ça se manifeste, les complications. C'est vraiment primordial. Il faut mettre beaucoup de moyens pour faire la sensibilisation avec de feuillets de sensibilisation qui expliquent la maladie en des termes simples, pas savants. En expliquant que le globule rouge, c'est un peu comme l'avocat, pour que les gens comprennent c'est quoi cette maladie, c'est quoi les risques. C'est vraiment la chose la plus importante à faire, mettre du paquet, mettre de moyens dans la sensibilisation, dans les médias, dans les réseaux sociaux sur cette maladie pour que les gens comprennent, évitent les mariages à risque, évitent aussi la stigmatisation. Parce qu'on en trouve, il y a des enfants qui sont stigmatisés, drépanocytaires, il ne peut pas aller à l'école, on les met à l'écart, dans la famille, on ne veut pas investir sur lui en disant qu'Arokouf a lobby. Mais aujourd'hui, on a des grands médecins drépanocytaires, on a beaucoup de gens, des banquiers, des infirmières, donc... Mais il semblerait que les personnes drépanocytaires ne dépassent pas 25 ans. Non. Dans notre cohorte, on a des patients adultes, on a des mariés, on a des mères de famille. Pour dire qu'avec l'hydréa, la prise en charge s'est beaucoup améliorée. Donc, on peut vivre avec la drépanocytose si on est bien pris en charge. On a quand même perdu des proches aussi dans la société qui sont partis suite à la drépanocytose. Donc, ça veut dire que le traitement qu'on donne ne garantit pas? Non, il ne faut pas dire que le traitement qu'on donne ne garantit pas. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai une cohorte pédiatrique et une cohorte adulte. Donc, dans la cohorte adulte, j'ai des gens qui ont au-delà de 50 ans. Ils sont bien suivis. C'est que sur les complications arrivent. La prise en charge doit être multidisciplinaire. On doit l'envoyer chez le néphro dès qu'on a une protéinurie dans les protéines dans les urines. Donc, on doit l'envoyer chez le cardio pour faire son écho-cœur, voir l'évolution de son cœur, s'il n'y a pas d'hypertension artérielle pulmonaire. On doit faire le Doppler transcrânien, comme je vous ai dit, pour voir s'il n'a pas un risque à faire un AVC. Et c'est une prise en charge vraiment multidisciplinaire, mais avec des bons médicaments comme l'hydréa, je vous ai dit, qui permet d'augmenter l'espérance de vie des patients drépanocytaires. Mais qui est un médicament qui n'est pas subventionné chez nous, qui coûte extrêmement un peu cher, je peux dire, pour le Congolais lambda. Une boîte de 20 gélules, s'il doit débourser $10, c'est énorme. Et à quoi s'expose un drépanocytaire qui ne suit pas de traitement simplement parce qu'il n'a pas d'argent? Il s'expose à beaucoup de complications, comme je vous ai dit, de la tête aux pieds, et à des crises hyperalgiques, même à la mort. Parce que il peut présenter une séquestration splénique. C'est-à-dire la rate qui avale tout le sang, il faut vite le ramener à l'hôpital avec le bouchon qu'on a. Vous imaginez, il peut arriver à l'hôpital
il décède déjà. S'il ne vient pas souvent aux consultations pour les check-up, il peut vous faire une lithiase biliaire qui peut se compliquer d'une pancréatite, donc une cholécystite, et l'emmener au décès. Donc c'est vraiment un DREPA qui n'est pas suivi, il est exposé à plusieurs complications et à la mort. Alors, que doit faire un drépanocytose et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Y a-t-il des interdits? Oui, il y a des interdits. Nous, on a émis un petit feuillet qu'on appelle 10 règles d'or d'un drépanocytaire. On parle de l'hygiène. Un drépa doit toujours se laver, brosser ses dents. Il doit éviter les exercices physiques excessifs, notamment faire du sport intensif comme les non-drépas, parce qu'il risque de faire beaucoup de crises. Comme il n'a pas beaucoup de globules rouges, il a peu d'oxygène. S'il augmente, s'il fait des exercices physiques de forte intensité, il aura besoin de beaucoup d'oxygène. Il peut entrer en crise. Il doit éviter des changements brusques de température, du chaud au froid. Il doit éviter le soleil parce qu'il doit toujours avoir sa bouteille d'eau. Sinon, il sera déshydraté. Donc, il doit éviter les esprits de mort où on doit plier les jambes. Le sang ne va pas bien passer, il va faire une crise. Donc, il doit éviter un peu le stress. Il doit être vraiment... il doit éviter des petites choses qui peuvent l'emmener à faire des crises. Mais quand ils sont suivis chez nous, on fait l'éducation thérapeutique, on leur apprend un peu tout ça. Oui, est-ce qu'un drépanocytaire, bien qu'il doit vivre avec toutes ces restrictions, est à même de mener une vie normale? Bien sûr. Je vous ai dit, il y en a des nos malades qui travaillent, mais tu le verras venir toujours avec sa bouteille d'eau, parce qu'avec nos températures actuelles, on est dans un climat tropical, et donc on a l'équateur. Donc du coup, il doit avoir sa bouteille d'eau. Donc quand il fait chaud, il doit se réhydrater pour éviter de faire des crises. Donc c'est des petits trucs qu'on leur apprend pour... Et sur le plan nutritionnel, comment doit se présenter... Il doit vraiment manger des repas équilibrés. Donc lipides, protéines, glucides, il doit très bien manger des fruits... pour vraiment avoir une très bonne santé. Parce qu'il a besoin de beaucoup d'énergie. Si on doit repartir la journée d'un drépanocytaire, comment est-ce qu'on peut le faire? Le matin, qu'est-ce qu'il peut faire? À midi, qu'est-ce qu'il peut faire? L'après-midi et le soir? Ah, mais là, ça dépend maintenant de l'âge qu'il a et de ses occupations. Parce que je veux pas... c'est pas les mêmes principes que je donnerais à un monsieur qui est médecin, qui travaille à Monco, les drépanocytaires, ou à un enfant qui part à l'école maternelle et revient à la maison. Donc, du coup, l'enfant qui est encore, qui n'est même pas encore adolescent, c'est un peu plus sa maman qui contrôle ses médicaments, qui lui dit, écoute, chaque jour, tu dois prendre l'acide folique. Il a ses heures fixes pour prendre ses médicaments, la pénivé, l'hydréa. Il a ses antalgiques. On lui apprend comment évaluer la douleur. Parce que il y a une prise en charge qui peut commencer à la maison quand il a mal. Il sait, ah, non, il y a une douleur qui commence, je l'évalue à 4, donc je peux prendre du paracétamol. Et si ça ne passe pas après 4 heures, je dois prendre tel produit ou je dois appeler mon médecin. C'est des petits trucs qu'on apprend en fonction de l'âge, des responsabilités. C'est un tout. C'est un peu ça. Et pour un adulte? Ah, pour un adulte, ils sont plus responsables. Et là... Parce que vous avez parlé de l'éducation thérapeutique. Oui, c'est là on leur fait prendre conscience de l'intérêt de prendre les médicaments, d'être compliant. Parce que vous savez, comme c'est une maladie chronique, après un moment, on se lasse de prendre les médicaments. On se dit, de toutes les façons, je me sens mieux, je fais plus de crise, donc je peux arrêter. Or, la drépanocytose, c'est une maladie qui est cachée. Donc, vous voyez très bien, mais à l'intérieur, la maladie crée des dégâts. Et pour éviter ces dégâts, les complications, on leur fait comprendre qu'il faut prendre l'hydréa, même si vous n'êtes pas malade. Même si vous n'avez pas mal, il faut prendre l'hydréa pour prévenir. Ça va augmenter l'hémoglobine fétale, ça va diminuer toute l'inflammation qu'il y a dans la drépa et vous allez aller mieux. Donc, on essaie vraiment de les conscientiser, qu'ils prennent conscience de ne pas abandonner le traitement, qu'ils respectent le rendez-vous avec le cardio, le néphro, son médecin drépanologue, éviter des exercices physiques intenses, éviter des activités qui vont lui demander beaucoup d'énergie pour qu'il ne fasse pas une crise. Et l'alcool, le tabac, la cigarette, tout ça? C'est prohibé pour eux. Il peut prendre un peu de vin quand il y a une fête, mais
pas pas prendre l'alcool comme les autres. Je voudrais qu'on s'attarde un peu sur les couples à problème qui donnent des enfants drépanocytaires. Quel est l'examen qui est recommandé avant toute union? Pour moi, donc, c'est l'électrophorèse d'hémoglobine qui permet à ce couple-là. Là, il y a une nuance. Le problème des couples qui veulent se marier, ils font l'électrophorèse quand la famille a déjà perçu la dot. La famille a perçu la dot. C'est le pasteur, le daddy qui demande, il faut me ramener le VIH, je pense, et l'électrophoreuse, elle est là. Ils vont à l'hôpital pour faire l'électrophoreuse. C'est difficile, quand on a déjà versé la dot, de vous dire que, écoute, moi je suis AS, toi t'es AS, on doit arrêter. C'est difficile, parce que vous avez déjà fait 10 ans de fiançailles. L'idéal, c'est de vraiment commencer quand l'enfant vient d'obtenir son bac, lui expliquer que, écoute, je pense que tu dois faire ton électrose d'hémoglobine, et il a son résultat en tête, il se dit, ah, moi je suis AS dans ma vie, je ne peux pas, je dois éviter de me marier avec une fille ou un garçon qui est AS. Mais après, moi je suis pas Dieu pour interdire un mariage. Non, Quand j'ai un résultat en tant que pareil, scientifique, en tant que médecin, puisque vous êtes en contact... Je demande les risques qu'ils ont, les complications futures de l'enfant qui va naître, le coût de la prise en charge, mais après la décision revient au couple. De se dire, après tout ce que le docteur Bobo nous a dit, est-ce qu'on se marie ou pas? Mais, soyez-en sûrs, je démontre les complications de la maladie, de la tête aux pieds, avec un feuillet où je répertorie les complications, j'explique en des termes simples à la famille. Donc, l'idéal, c'est vraiment de faire l'électrophorèse avant de se le versement lancer, de la dot. Avant même de se dire, écoute, on devient fiancé. Quand on est amis, on cherche, on se dit, bon, peut-être que je vais épouser celle-là. Vous renseignez, est-ce que tu connais ton électrophorèse d'hémoglobine? Est-ce que tu connais la drépanocytose? Parce que on pense que c'est un problème qui affecte les autres, mais quand on fouine dans notre famille, on se rend compte que, on avait un drépa ou on était AS. C'est vraiment important. Mais dans la plupart des cas, quand vous échangez avec ces couples à problème, est-ce que vous obtenez leur adhésion? Obtenir l'adhésion, ça dépend de comment vous interprétez l'adhésion. C'est de dire qu'ils vont plus se marier, ou bien c'est de dire qu'ils vont porter leur fardeau, rester drépanocytaires et rester ensemble. Non, mais généralement, comment est-ce qu'ils réagissent? Bon. Est-ce que vous êtes au contact avec... La plupart, d'abord, ne connaissent pas la maladie et ils découvrent la maladie quand on leur explique c'est quoi l'électrophorèse d'hémoglobine, c'est quoi la drépanocytose. Mais ils se rendent compte que c'est vraiment un lourd fardeau à porter. Il y en a qui décident d'arrêter la relation, mais il y en a qui ont progressé aussi, ils se sont mariés. Malheureusement, les enfants sont venus. Certains sont drépas, certains sont non drépas. Et quand vous êtes en face des couples qui ont déjà fait des enfants drépanocytaires, comment est-ce que vous échangez avec eux? Oui, on essaie de les soutenir aussi, parce qu'il faut le dire que les consultations des maladies chroniques, c'est des consultations qui prennent du temps parce que tu as l'enfant que tu examines, tu dois poser des questions aux parents, tu dois les écouter, comprendre leurs difficultés, leurs préoccupations. Donc, on essaye vraiment d'être un conseiller pour eux. Ils peuvent nous appeler même en dehors des heures de l'hôpital. Donc, du coup, on partage avec eux un peu la vie de leur enfant. Donc, on leur explique qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut soutenir l'enfant, les problèmes qui peuvent arriver plus tard, les crises d'adolescence et tous les dangers, c'est un peu ça. Docteur Bobo, vous n'êtes pas drépanocytaire, vous n'êtes pas malade, mais vous vivez avec ces personnes. Oui. Est-ce que vivre avec la drépanocytose est facile? Bon, ce n'est pas facile parce que c'est comme vivre avec une maladie. C'est pas facile. Bon, c'est une maladie qui a une particularité. On a les crises vaso-occlusives qui font énormément mal. Et vous savez que nous, humains, on ne supporte pas la douleur. Donc, vous imaginez un enfant qui a mal. C'est une maladie vraiment qui fait très, très mal. C'est pas facile de vivre avec. C'est un lourd fardeau.
Vous avez également parlé des dépistages qui pourraient peut-être inverser la tendance. Oui. Qu'est-ce qu'on devrait concrètement faire? Qu'est-ce que le programme devrait concrètement faire? Et de quoi a-t-il besoin pour réaliser Je pense que le ce projet? programme a déjà un plan d'action pour agir. Il lui manque les moyens. S'il a les moyens, il pourra. Son plan consiste à faire de la prévention, de la bonne sensibilisation au niveau des écoles, des universités, et si même possible dans les cours d'éducation à la vie, insérer des modules qui parlent de la drépanocytose pour sensibiliser les élèves dès le bas âge. Et après, il y a lancé le dépistage néonatal qui permettra de prendre les drépas dépistés, les prendre pour une prise en charge précoce pour éviter les complications. Et en amont, former les prestataires de santé sur les différentes techniques de prise en charge, notamment la mise sous hydréa, les échanges transfusionnels et plus tard probablement avec les centres tertiaires universitaires faire la greffe de moelle. Ils avaient également parlé de la sensibilisation comme étant un autre moyen de lutte contre la maladie. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Concrètement, c'est faire comme on voit dans la rue, panneaux, Primus, les lobby. Mais je m'excuse pour la publicité. Faire des panneaux qui parlent de la drépanocytose. C'est quoi en des termes simples? Donc des petits feuillets de sensibilisation qu'on peut distribuer dans les transports, en Swahili, en Lingala, en Kikongo et en Chiluba. Sensibiliser vraiment le Congolais lambda. On termine déjà cette émission. Vous avez autre chose à ajouter, docteur? Le message que je peux lancer, la drépanocytose, c'est une maladie négligée, mais c'est la première maladie génétique au monde. Je pense qu'on doit mettre beaucoup de moyens pour améliorer la prise en charge et la santé de ces enfants drépanocytaires qui sont formidables. Quand vous dites beaucoup de moyens, à quoi faites-vous allusion? Bien sûr à l'argent, aux finances. Et il vous en faut combien? Les termes, c'est le directeur du programme qui peut donner les chiffres pour ce grand pays, la RDC. Voilà, merci beaucoup docteur d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie madame. Fidèles auditeurs de Top Congo FM, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avions parlé de la drépanocytose, qui est une maladie chronique pour laquelle il n'existe à l'heure actuelle pas de guérison, mais un traitement peut aider le patient, même si cette maladie est incurable, à pouvoir continuer de mener sa vie. La maladie peut durer plusieurs années, voire toute la vie. La drépanocytose impose les règles d'hygiène de vie qui sont essentielles pour prévenir les complications et maintenir la qualité de vie malgré la maladie. Je rappelle que nous avons reçu le docteur Bobo Robert Kitenge. Il est donc médecin coordinateur du CFA Monkole, mais également médecin attaché au programme national de lutte contre la drépanocytose. Merci aussi à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à Miguel Mena qui a assuré la mise en onde de cette émission. Merci également à l'équipe YouTube coordonnée par Patrick Mongongo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir et prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande.